Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour la cinquième conférence de Sim4Health, donc sur une thématique qui nous tient à cœur au niveau de l'équipe, qui est développement donc des synergies pour accompagner au mieux les problèmes de santé. On est ravis de vous accueillir à Station F. Alors ce matin, il y a eu quelques petits problèmes, notamment à la gare Saint-Lazare. Donc on a pas mal de messages de personnes qui sont bloquées et qui vont simplement nous rejoindre s'ils le peuvent dans les minutes, on l'espère. Et puis également vous dire que pour cette cinquième édition, on a dépassé donc les 500 inscrits pour l'ensemble de la matinée. Donc vous avez pu voir lors du teaser quelques éléments de programme que je vais vous redonner tout de suite. On va donc commencer par une keynote d'inspiration, d'introduction et d'inspiration par le docteur Thomas Grégory, que je vais présenter dans quelques minutes. Et puis également, on va voir le principe donc, des tables rondes. Des tables rondes qui ont pour objectif de donner un regard particulier sur cette thématique autour de l'usage du numérique et de la simulation numérique dans la formation et l'accompagnement des problèmes de santé. Et pour cela, on a beaucoup écouté les anciens participants, puisque avec cette cinquième édition, on a beaucoup d'expériences cumulées avec des personnes qui viennent du monde de la formation, du monde académique, du monde universitaire, du monde des laboratoires pharmaceutiques, du monde des dispositifs médicaux, pour parler sur ces projets. Et puis bien sûr, on va le voir avec M. Decré, la place du patient, qui nous semble essentielle, et donc d'avoir des représentants d'associations de patients et de patients qui vont pouvoir témoigner dans cette première table ronde. Pour la deuxième, entre les deux tables rondes, on va avoir la présence de Cathy Kindle qui est responsable pédagogique chez Orion, pour une démonstration que l'équipe est en train d'installer pour permettre une démonstration live. Alors c'est toujours, vous savez, l'effet démo, mais chez Sim4Health, on prend des risques, il faut innover et de vous montrer de manière très concrète comment fonctionne la réalité virtuelle. Il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je ne vais pas vomir? Vous verrez sur place que tout va bien se passer. Et puis pour compléter également cette présence de la réalité virtuelle, on a le plaisir également d'accueillir Hervé Fontaine, qui est le vice-président de HTC Vive et qui va nous donner, et vous l'avez vu dans le petit teaser d'introduction, en primeur aujourd'hui en France et en Europe, le nouveau casque HTC Vive, donc Focus, et qui permet d'avoir une approche autonome de la réalité virtuelle. Et puis donc cette deuxième table ronde avec différents acteurs que je vais présenter dans quelques minutes et qui seront également très riches en termes de contenu. Et puis, ce qui nous semblait intéressant, c'était également d'écouter les remarques qu'on a eues l'an dernier en disant c'est très riche en termes de contenu, mais on a besoin aussi de pouvoir interagir, besoin de pouvoir poser des questions. Donc à chaque fin de table ronde, vous pourrez prendre bien sûr le temps des questions auprès des différents intervenants. Et puis une deuxième étape d'interactivité avec des ateliers thématiques. Donc la première qui sera en salle de conférence, et qui est donc orienté vers les acteurs qui sont dans l'industrie de la santé et qui se posent beaucoup de questions sur cette approche. Et puis également pour les organismes de formation, avec également là différents intervenants qui vont pouvoir être dans un jeu d'interactivité encore plus important, puisqu'on va être sur des comités entre 50 à 150 personnes selon les ateliers. Voilà. Alors pour faire cet événement, il faut une belle équipe, je pourrais tout à l'heure en présenter quelques-uns, mais il faut aussi des partenaires. Donc on a la chance d'être soutenu depuis le début par Cap Digital, donc le pôle de compétitivité d'Île-de-France. Donc je crois que Christelle et Philippe sont parmi nous comme chaque année. Également France Health Tech, puisque quand on est quand même dans le temple des startups, c'est important d'être en lien avec des startups qui viennent du monde de la santé. Mais également aussi HTC Vive qui nous soutient depuis maintenant 1 an et demi. On va en parler longuement avec Hervé. Également HP qui nous a permis d'avoir pas mal de matériel pour le showroom. Donc le showroom que vous allez pouvoir voir entre les tables rondes et les ateliers et de pouvoir tester par vous-même toutes ces approches. Et puis, il nous semblait important de faire un bon choix dans le lieu, parce que quand vous pouvez accueillir près de 500 personnes qui sont motivées et intéressées pour parler de simulation numérique, le rôle du patient, le rôle des problèmes de santé dans ces évolutions, il faut le faire dans un lieu qui exprime cet ADN de rencontre entre des grands groupes, des acteurs du monde académique, bien sûr des startups, du monde de la recherche, on n'est pas très loin de l'ICM. Et pour cela, on a assez rapidement pensé à Station F. On avait rencontré Vincent, que je vais présenter dans quelques secondes, et tout de suite, ça a bien matché en termes
d'esprit. Et donc, je pense que le lieu, hein, comme dans peut-être vos locaux de vos structures, ça doit illustrer des approches managériales, des approches de contenu. Et bien, Station F, pour nous, répondait complètement à cette 5e édition. Et donc, pour cela, je voulais laisser, bien sûr, quelques minutes à Vincent Galland. Vincent Galland, donc, qui est le directeur des partenariats de Adscientiam, donc, qui est également le partenaire de cet événement. Et puis, nous parler également de cet écosystème de l'e-santé, parce que dans toutes vos structures, c'est un peu notre quotidien, on nous parle de vouloir travailler avec des startups, avec des acteurs de l'e-santé. Comment on peut faire cela? Eh bien, c'est notamment une des missions de Vincent. Vincent, je te remercie de nous rejoindre. Pour bouger les slides du coup. Très bien, merci beaucoup. Je m'appelle Vincent Galland. Donc en effet, je travaille chez Adscientiam. Je travaille aussi donc à Station F pour animer un peu, essayer d'animer un petit peu la communauté e-health. Donc je vais vous présenter rapidement en fait Station F. Alors qui d'entre vous n'a jamais entendu parler de Station F? Une personne. Bon, je vois quand même que, que c'est assez connu. Donc Station F, c'est un lieu en fait qui est, comme vous allez pouvoir le voir en sortant ou même ce matin. Oui, merci. Très bien. Ouais, pour bouger, c'est par là. Très bien. Donc Station F, c'est un lieu en fait qui est ici. Nous sommes dans une ancienne gare, une gare de fret. Qui faisait les lignes Paris-Orléans et qui recevait aussi le courrier de la gare d'Austerlitz, qui a été créé dans les années 20 par Eugène Fraissinet. Donc Eugène Fraissinet, c'est l'ingénieur du corps des ponts, très connu encore dans cette école pour avoir réalisé Station F, et qui de 1927 à 1929 a créé Station F, a créé, on va dire, cette gare, et qui, avec le temps, recevait de moins en moins de courriers et finalement est devenue une halle qu'on a appelée ensuite la halle Fraissinet et qui servait à tenir des événements et aussi à avoir des marchés le dimanche, etc. Et puis il y a Xavier Niel, je pense que c'est une personne que nous connaissons tous évidemment et que nous devons remercier pour être là aussi aujourd'hui. Cet esprit visionnaire qui a aussi créé auparavant l'école 42, qui est un peu aussi disrupteur dans sa manière de faire les choses, de créer. Et il s'est dit, voilà, ici on a un lieu qui est maintenant protégé au niveau du patrimoine, donc on ne pouvait pas le détruire, bien que la mairie de Paris, on va dire, un député aurait voulu détruire la halle Fraissinet. Et il a donc injecté une partie de sa fortune personnelle, 250 millions d'euros, pour transformer dès 2013, avec une première pierre posée par François Hollande en impression 3D en 2014, pour construire Station F, donc le plus grand campus de start-up du monde. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et ça a été donc inauguré par Emmanuel Macron et puis la maire de Paris et Roxane Varza, qui est la directrice de Station F, en juin dernier. Et donc j'ai eu la chance d'être parmi les premiers à pouvoir intégrer Station F. Alors Station F, en quelques chiffres, donc 250 millions d'euros investis par Xavier Niel. Évidemment, il y a eu aussi des aides de la mairie de Paris, du conseil régional. On a ici plus de 34 000 mètres carrés, quelques chiffres qui font quand même tourner les yeux. C'est 310 mètres de long, 58 mètres de large. Ça correspond à l'équivalent de la tour Eiffel couchée, si vous voyez. Donc c'est quand même très très grand. On a 1000 startups, un peu plus. On a 10 fois plus de candidats. 3300 bureaux. Donc on parle en termes de bureaux et d'espaces de travail. Et puis, c'est un espace qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tout cas pour les start-upers. Alors ici, vous vous situez dans la zone qu'on appelle Share. C'est la zone où on peut inviter des personnes, où il y a beaucoup de salles de réunion, où on peut aussi créer des événements comme celui-ci aujourd'hui. C'est un lieu qui est facilement accessible. Ensuite, vous avez l'espace Create qui est réservé aux start-upers. Donc là, c'est un espace où vraiment sont ceux qui travaillent dans les start-up de Station F. Et puis, vous avez un dernier espace qui s'appelle l'espace Chill, où on a un des plus grands restaurants du monde que je vous présenterai après. Station F fonctionne en termes de partenariats. Donc, il y a 31 partenariats avec différents programmes. Il y a le premier incubateur de start-up de Facebook qui est là, de Microsoft
de Thales. On a aussi la maison du luxe, enfin des startups du luxe de LVMH qui a été inaugurée par Bernard Arnault il y a quelques mois. Et puis c'est surtout des lieux conviviaux, des lieux de vie c'est un lieu qui est en train de s'étendre encore, puisqu'un hôtel 5 étoiles est en train d'être créé juste à côté, et puis des logements pour start-upers, une centaine de logements aussi à côté, donc qui seront normalement ouverts en fin d'année. Donc voici alors quelques images, mais donc vous pourrez voir ensuite derrière l'espace Create qui est en haut à droite. Et puis surtout, on a la Felicita, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été ouvert il y a quelques semaines, qui est donc dans le dernier espace de Station F, qui est un restaurant, un espace aussi de convivialité extrêmement intéressant, qui a été créé par 2 start-upers français d'origine italienne et qui donc s'étend un petit peu partout dans le monde. Et donc Mama F a ouvert ses portes ici il y a quelques semaines. Et je vous invite fortement à y aller, c'est vraiment exceptionnel. Donc on a vraiment ici une ambiance pour aider tous les start-upers, tous les entrepreneurs à s'épanouir. Le soir, par exemple ce soir, normalement il y a un cours de yoga, donc si vous voulez vous détendre et rester un petit peu après la conférence et toutes les émotions que vous allez pouvoir partager, vous pouvez participer à ces séances-là. Il y a aussi une séance demain soir et on a vraiment beaucoup d'activités qui sont faites pour ces start-upers-là et qui sont dues aussi à la directrice Roxane Varza qui est vraiment apparemment, enfin on dit un mode de management et puis une façon de gérer la structure qui met en valeur, on va dire, le bien-être des start-upers. Alors, quel est l'écosystème e-santé de Station F? J'ai essayé un petit peu de mapper les différentes startups qui peuvent exister au sein de Station F. C'est un écosystème qui est encore un petit peu naissant. On a une quinzaine de startups aujourd'hui. C'est difficile de toutes les recenser. Hein. Sur 1000 startups, on a 15 startups, c'est pas énorme. Mais on a quand même quelques pépites, quelques startups très intéressantes. Je les ai classées par les solutions e-santé centrées patients et puis les solutions e-santé pour les professionnels de santé. Donc nous avons par exemple WeFight en haut à gauche qui est avec son chatbot Vic, une start-up qui propose le suivi des patientes atteintes du cancer du sein. Nous avons Philly qui est une start-up qui veut être le WhatsApp de la santé, parmi lesquels tous les médecins peuvent, un patient peut aller discuter en temps réel avec différents médecins et voire même ils essaient de pouvoir avoir des certificats médicaux délivrés en ligne. Mojobots qui crée des chatbots spécifiques pour tout le bien-être et la santé. Wire Beauty il s'appelle donc la beauté connectée, qui permet en fait d'avoir un dispositif qui permet de mesurer la consommation de soleil et d'UVA et d'UVB qu'on fait afin de pouvoir mieux bronzer, de pouvoir mieux gérer son exposition au soleil. On a Medoucine qui est une plateforme, une sorte de TripAdvisor des médecines douces avec des professionnels de santé agréés, des professionnels de santé choisis, sélectionnés et donc voilà, avec toutes les médecines douces qui peuvent exister en France. BioSerenity, qui est une start-up qui est spécialisée dans le tissu et les textiles connectés, qui propose des objets très intéressants, le t-shirt connecté, le slip connecté, qui permet de pouvoir enregistrer des électrocardiogrammes en direct, ou aussi par exemple le taux de remplissage de la vessie, et ce qui permet d'éviter les accidents pour les personnes incontinentes, évidemment, vous l'imaginez bien. On a Alan, qui est une des startups qui a levé le plus de fonds aujourd'hui, c'est NinsurTech. Donc en fait, c'est on va dire la mutuelle zéro tracas, zéro blabla, dirons-nous, qui est complètement digitalisée, qui est très claire et qui en fait veut proposer un nouveau mode justement de couverture supplémentaire pour les gens. Et ils ont levé plus d'une trentaine de millions d'euros aujourd'hui. Xavier Niel est même parmi les investisseurs. On a aussi des startups qui s'intéressent à la santé patient, mais des patients qui sont un peu autres que nous, puisque ce sont des animaux. On a une startup, donc Powmetrix, qui est en fait une startup qui crée des biosenseurs pour les animaux afin de suivre leur état, leur température et plein d'autres choses, et spécialisée donc pour ces animaux, les chiens et chats notamment. Et puis il y a Tianciam, que je vous présenterai rapidement après, qui est une start-up qui est spécialisée dans les biomarqueurs numériques et les données patients en vie réelle. Pour les solutions e-santé centrées professionnelles de santé, nous avons Selfmed,
qui est en fait l'innovation comptable au service des professionnels de santé, qui permet de créer toute une plateforme de facilitation de tous les exercices de comptabilité pour les professionnels de santé. On a Dentem, qui est Dantem, qui est une start-up qui va proposer toute une solution pour les dentistes de prise de rendez-vous, de gestion des photos, des clichés, etc. F-Drug, qui est une start-up qui va pouvoir aider au recensement des incidents sanitaires, notamment la pharmacovigilance, etc. Dr Chat, donc là c'est une start-up qui permet avec MedGo, qui permet de chatter en temps réel avec les différents médecins qui entre eux de façon sécurisée. Et puis Incepto Medical, qui est une start-up qui est du domaine de l'imagerie connectée, l'imagerie augmentée, et qui aide à pouvoir affiner le diagnostic d'imagerie avec notamment la téléexpertise. Donc voilà, on en a d'autres qui vont bientôt rentrer, d'autres peut-être qui vont également sortir. Voilà, c'est très mouvant. En tout cas, vous retrouverez ces analyses et puis ces différentes slides sur LinkedIn. Alors pour Adcientiam, donc c'est une start-up pour laquelle je travaille, pour laquelle je suis en charge des partenariats, de créer des nouveaux projets avec les médecins dans tout la PHP et même en France entière, et avec aussi les industriels. Et je vais vous présenter très rapidement un exemple de start-up, donc Adcientiam, et de ce qu'on fait. Donc on est, comme pas mal de start-up de la santé ici, on a des implantations multiples. Ici, on est aussi installé à la Pitié-Salpêtrière, au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, au sein de l'incubateur qui s'appelle IPEPS, un incubateur et pépinière d'entreprise de la Pitié-Salpêtrière, avec différents locaux à Seattle et donc à Station F. Notre objectif, c'est de pouvoir créer des nouveaux standards digitaux de suivi des maladies chroniques. Donc, on a des tests, par exemple, dans la sclérose en plaques qui existent, gold standard, la MSFC, c'est un test dans lequel le neurologue spécialiste de la SEP va pouvoir tester 4 fonctionnalités des patients atteints de sclérose en plaques, la marche, la dextérité, enfin la coordination visio-motrice, aussi la vision à bas contraste, c'est quelque chose qui disparaît très rapidement parmi les personnes souffrant de sclérose en plaques, et puis les capacités cognitives. Et ça, c'est un test que les médecins normalement font pendant normalement une demi-heure, 1 heure, et en consultation, quand ils voient leurs patients 1 fois ou 2 fois par an maximum, ils le font très très rapidement, et finalement ils ne prennent pas assez de temps avec leur médecin. Et on s'est dit, pourquoi ne pas digitaliser ce test et le faire sur smartphone? Parce que si on veut des données en vie réelle, si on veut des données qui s'intègrent dans l'environnement du patient, quel est l'outil mieux que le smartphone pour pouvoir se faire? Nous avons aussi les objets connectés, mais nous avons fait le pari d'utiliser le smartphone. Et donc, nous avons créé avec toute une équipe d'une vingtaine de personnes ces tests-là sur smartphone avec des algorithmes. Ça a pris 3 ans de recherche et développement et pour lesquels une étude de validation qu'on a lancée en 2016 sur plus de 200 patients avec un bras où on va tester ces tests-là en conditions traditionnelles à l'hôpital par un médecin et ces tests faits en auto-évaluation par le patient à la maison. Et vous allez voir les résultats qui sont tout à fait intéressants. L'objectif est de montrer qu'il y a une non-infériorité des 2 tests et des 2 façons de récupérer ces données via ces tests digitalisés. C'est un projet qui a mobilisé un comité, qui mobilise un comité d'experts de 12 personnes, 12 neurologues, toutes les associations de patients pratiquement en France et aussi une partie en Suisse. C'est un dispositif médical, donc marqué CE, logiciel, que vous pouvez télécharger aujourd'hui sur les stores. Vous pouvez le tester, vous pouvez regarder comment il fonctionne, vous pouvez vous-même le recommander à vos amis ou à votre médecin, ou en tout cas à des personnes qui seraient intéressées. Et le but, c'est de pouvoir, grâce à ce dispositif médical logiciel, soit de pouvoir mieux suivre les patients. Donc le médecin, il va pouvoir suivre les données de son patient grâce à ce test, ces 4 tests en temps réel, et pouvoir, si nécessaire, adapter au mieux le traitement et la posologie ou le rendez-vous avec le patient. Et c'est aussi quelque chose qui est demandé par les industriels, par les académiques pour la recherche clinique, puisque vu que c'est un dispositif médical et qu'on a une préétude qui montre la non-infériorité et une étude plus grande qui va bientôt la montrer, ça peut être utilisé dans un cadre clinique.
Donc je vous laisserai, je ne vais pas prendre plus de temps, je crois que j'ai déjà largement dépassé. Je vous laisserai regarder l'application sur les stores avec les différents tests. Et pour finir, nous avons l'ambition de développer cette approche-là pour d'autres pathologies, notamment dans les maladies neurodégénératives, dans la dépression résistante et dans d'autres maladies comme le rhumatisme, les asthmes sévères, etc., avec de nouveaux gold standards digitaux afin de recueillir ces biomarqueurs numériques qui permettent d'améliorer la santé des patients. Et surtout, enfin, toutes ces données-là, pour qu'elles aient une valeur ajoutée par rapport aux autres données, elles nécessitent d'être contextualisées. Donc, dans tout ce qu'on fait dans ces applications, on contextualise ces données en demandant aux patients s'ils se sentent mieux, s'ils se sentent moins bien, et avec d'autres facteurs que je pourrais vous expliquer plus tard. Merci beaucoup pour le temps passé, et je vous souhaite une très bonne conférence Sim4Health. Merci beaucoup. Bien, merci Vincent pour cette introduction et merci également à l'équipe de Station F donc pour son accueil. Juste pour l'interactivité aussi sur les réseaux, vous avez avec votre programme l'accès Internet donc, au niveau de Station F. Donc vous avez le Wi-Fi qui est sur votre petit programme. Faites attention, c'est bien guest avec un S. Il y a une petite erreur ce matin sur l'écran, donc c'est bien qu'un S. Et puis surtout donc, pour Twitter, de pouvoir interagir. Mettre vos commentaires donc avec le hashtag SFHconf 2018. On était top trend l'an dernier, on ne peut pas faire moins, donc je compte sur vous. Alors, je vais essayer d'être rapide par rapport à Sim4Health, mais c'était aussi une des questions l'an dernier en disant c'est une thématique qui permet de rassembler beaucoup d'acteurs hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Notre métier de Sim4Health, on est un éditeur qui est spécialisé dans la formation des professionnels de santé par la simulation numérique. Donc utiliser le numérique pour virtualiser ce qu'ils découvrent, soit en formation initiale, soit en formation continue. Et pour cela, il faut avoir des valeurs qui nous tiennent à cœur, notamment la partie éthique. J'ai déjà évoqué le sujet, mais jamais la première fois sur le patient, parce qu'in fine, on va parler de beaucoup de technologies aujourd'hui, mais c'est quand même pour le bien du patient. Bien sûr, la motivation qui est que l'ensemble de ces outils, c'est avant tout fait avec les professionnels de santé. On parle beaucoup de co-conception, on va en parler dans quelques minutes. Et il faut le faire avec les professionnels de santé. Ça, c'est une vision et une conviction forte. Et cette conviction, c'est le fait qu'elle soit, bien sûr, cette formation collaborative, immersive, et de pouvoir donc le faire notamment dans une approche interdisciplinaire. Et ça va être un des sujets, là aussi, importants de la matinée. Alors, les technologies immersives qui permettent eh bien, d'avoir un meilleur apprentissage tout au long de sa carrière, hein, donc il y a bien un continuum. Vous le verrez pendant le showroom, mais à l'écran, vous avez quelques exemples, et vous le verrez tout au long de la matinée, donc je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais vous avez bien sûr les dispositifs de Serious Game que vous connaissez bien, hein, qui vont permettre d'utiliser les ressorts du jeu vidéo, de ce qu'on appelle la gamification, et qui permettent une meilleure implication, puisque de tout ce que vous allez voir ce matin, le principal intérêt de la simulation numérique et des différents outils, c'est bien sûr d'avoir une parfaite action, d'être interactif avec votre outil. Bien sûr, c'est les consultations virtuelles. Là, on va parler du raisonnement clinique. C'est ce que vous avez au milieu, donc avec un patient. Et là, notamment, Stéphane Effler pourra nous en parler sur un projet avec Biocodex. Mais également aussi tout ce qui va être lié autour des simulateurs d'environnement. Donc là, ça peut intéresser, par exemple, des acteurs qui sont dans le dispositif médical pour le bon usage d'un dispositif dans un centre de dialyse, comme on peut le voir sur l'écran. Et puis, bien sûr, en bas à gauche, la réalité virtuelle. Là, c'est clair que ça fait maintenant plus de 2 ans que la réalité virtuelle se diffuse, d'une part, dans les magasins que vous fréquentez. Aujourd'hui, on peut acheter un casque de réalité pour quelques centaines d'euros. Ce n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans. Et donc, on est en train de voir toute une diffusion dans le système de santé. Et on en parlera également tout à l'heure. Et puis également la réalité augmentée, où là, on va pouvoir avoir un contenu complémentaire. Je pourrais vous regarder et avoir un contenu complémentaire augmenté pour me donner tel type d'information, par exemple le nombre de participants. Alors, ce qui est important au sein de Sim4Health, c'est que tous ces dispositifs, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'ils soient diffusés. Que ce ne soit pas que de la technologie, de l'innovation, et puis qu'elle reste dans les cartons de notre société, mais bien qu'elle puisse être diffusée, d'où le fait d'avoir ce type d'événement. Et on a développé maintenant, il y a quelques années, Medicactive, qui est une plateforme. Alors, certains nous disent que c'est un peu le Netflix de la formation médicale. Je cherche une formation, une simulation, et je vais donc pouvoir la trouver. On a plus de 40 000 professionnels de santé dans le monde qui l'ont utilisé. Et vous le voyez sur l'écran, aujourd'hui, la réalité virtuelle n'est que
une étape, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est à peu près 15% des projets que nous pouvons réaliser. Le reste, eh bien, vous le voyez, c'est bien sûr des ordinateurs, des tablettes, parce que, vous le verrez dans quelques secondes, nos clients ne sont pas tous encore équipés de réalité virtuelle, donc c'est un effet bien sûr très visuel, mais aujourd'hui la diffusion de ces différents simulateurs se fait avec l'ensemble des devices que vous connaissez au quotidien. Alors une des questions qui était posée l'an dernier aussi, c'est mais avec qui vous collaborez? Vous avez alors bien sûr quelques-uns, c'est pas exhaustif, hein, donc nous travaillons et je trouve que c'est très cohérent avec l'ensemble des invités et des participants depuis ces dernières années. Eh bien, c'est tous les acteurs du système de soins, tous les acteurs du système de santé, avec bien sûr des hôpitaux, des centres de simulation, donc le Lab for Sim, par exemple, du Kremlin-Bicêtre à Paris, mais également le CHU de Bordeaux, avec lequel on a développé beaucoup de projets. Également le centre de recherche du CHUM, donc de Montréal, avec lequel on a fait un projet passionnant sur la prise en charge d'un patient atteint du VIH, et notamment pris en charge par les équipes de soins infirmiers. Puis également aussi d'autres établissements comme le CHU d'Angers avec le professeur Grandry. Mais c'est également des universités et des organismes de formation, bien sûr comme Orion que vous verrez tout à l'heure, Stanford avec lequel on développe pas mal de projets, la Croix-Rouge également, le Collège Chanté également à l'Université de Bordeaux. Et puis on a aussi beaucoup de collaborations avec ce qu'on appelle les industries de la santé, avec un niveau de granularité qui sont bien sûr les industriels du dispositif médical, donc des acteurs comme Medtronic, comme Johnson & Johnson ou Edwards Lifesciences. L'objectif, eh bien, c'est de pouvoir mieux former par rapport notamment à ces dispositifs. Et puis bien sûr l'industrie pharmaceutique, on le verra avec Madame Isabelle Vitali pour Sanofi, mais également Kyowa Kirin. Je crois que André Abric nous a fait le plaisir de venir ce matin. Et donc il y a un projet passionnant sur la prise en charge de douleurs, mais également aussi Allergan, Novartis, AbbVie, que vous voyez donc à l'écran, et donc avec lequel nous collaborons sur ce type de projet. Alors, bien sûr, pour faire ce type de dispositif, il faut une équipe pluridisciplinaire. Donc, on a au sein de la structure des acteurs qui sont des médecins. C'est le cas notamment du docteur Vincent Varlet, donc, qui est le vice-président de Sim4Health, c'est en charge bien sûr des affaires médicales, des acteurs bien sûr de la pédagogie, parce que quand on parle de formation, la pédagogie est au cœur de nos réflexions, et puis aussi des acteurs de la technologie, dans le graphisme, dans le développement. Et c'est vraiment l'ADN et ce qui fait la force de cette équipe, c'est que c'est parfois des gens qui ne se parlaient pas peut-être dans d'autres milieux. Là, on les réunit pour l'intérêt de la collaboration et bien sûr pour imaginer ce type de dispositif. Et pour chaque compétence, on a eu pas mal de reconnaissances, notamment avec Stanford, avec le prix Galien, mais aussi avec HTC Vive. Donc c'est important de vous montrer que des entreprises, et c'est très bien qu'on le dise ici à Station F, on puisse aussi illustrer un certain savoir-faire à l'international. Et pour cela, ça me permet de vous donner quelques actualités importantes pour Sim4Health. D'abord vous dire que, et je pense que Hervé Fontaine va en parler beaucoup, on a un développement à l'international qui s'accélère. Notamment, nous avons été retenus en 2017 au CES parmi les 4 innovations e-santé. Et en 2018, eh bien, nous avons été retenus par HTC Vive. Donc Hervé va pouvoir le développer tout à l'heure, avec un dispositif passionnant où là, vous n'êtes plus seul dans votre casque de réalité virtuelle, mais vous êtes à deux. Donc vous avez l'apprenant et le formateur qui sont donc soit dans la même pièce, ça peut être ici, mais ça peut être quelqu'un qui est à Station F et à Los Angeles pour l'autre personne, ou en Afrique, et je vais en parler dans quelques secondes. Donc là, c'est une dimension, et là aussi, on est très fiers de cette reconnaissance par HTC Vive, qui avait sollicité plusieurs entreprises dans le monde entier, qui a retenu Sim4Health parce qu'on apporte cette innovation. Donc faire de la recherche et développement, essayer d'apporter de nouvelles interactions, ça permet d'apporter de nouvelles approches. Et notamment cette notion d'interactivité et de pouvoir être à plusieurs, ça apporte un regard très intéressant, notamment, et vous avez la photo à droite notamment de Xavier Abadi, qui a la chance d'être deux fois sur la photo, 2 fois sur le slide, et donc qui est le directeur du développement international. Et notamment, nous avons signé beaucoup de projets en Asie, notamment en Chine, qui est très intéressé par ce type de dispositif pour pouvoir, bien sûr, par rapport aux distances et au nombre de personnes à former, pouvoir l'utiliser. C'est également la sélection au prix Med Startup, donc du prix Galien, pour lequel on est très fiers également. Et puis dernièrement, on parlait de start-up. On a été à Vivatech, retenu par le groupe Vinci Énergie pour un projet là aussi tout aussi passionnant pour former, notamment en Afrique, grâce à la simulation numérique, des médecins, notamment en chirurgie pédiatrique. Et donc, c'est des projets qui vont être lancés et soutenus par Vinci Énergie, que nous allons lancer certainement fin d'année 2018. Voilà.
Donc, bien évidemment, on a une reconnaissance internationale. Là, vous voyez tous les articles qu'on a pu avoir. Vous les retrouvez également sur notre site. Et puis également des reconnaissances. Nous avons été sélectionnés par l'Élysée, par Business France, il y a quelques mois pour la visite je dirais, du président de la République donc en Tunisie pour développer des collaborations, notamment sur la simulation numérique. Et puis, nous avons remporté avec le prix Let's Go Friends, donc sous l'égide de PwC, de Business France et sous le patronage du président de la République. Parmi donc 200 candidats, nous avons gagné donc le prix d'ambassadrice de la France à l'international, et donc qui illustre toutes ces compétences. Donc on en est très fiers et on voulait bien sûr le partager avec vous. Voilà. Alors on est bien sûr à l'international, mais aussi très proche en France et bien de vous, de nos clients. Vous avez à l'écran, on a fait un projet passionnant avec Guillaume qui sera aussi avec moi tout à l'heure sur la scène, qui était en charge en fait d'un projet que vous voyez à l'écran. On a passé un an à rencontrer les acteurs des facultés, des organismes de formation, des structures qui veulent accompagner et diffuser, parce qu'on parle souvent du numérique comme quoi il déshumanise la relation. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut aller à la rencontre. Et quelque part, cet événement en fait partie pour pouvoir échanger, présenter ce type d'action. On a fait 14 dates en métropole et puis également en Martinique. Et donc, il y avait un retour vraiment passionnant. Et je vous invite à aller voir donc, les différentes vidéos qui sont également sur le site. Alors, j'accélère pour tenir le timing. Je parlais d'innovation d'usage, mais c'est aussi d'innovation dans les modèles économiques. Et ça, je sais qu'on a eu beaucoup de questions au préalable. Et je voulais vous remercier une nouvelle fois, d'une part, de votre présence, mais aussi des questions que vous nous avez posées en amont. Et dans le cadre de Medicactive, donc la plateforme que je vous évoquais tout à l'heure, nous allons développer donc un store qui, aujourd'hui, va réunir pas mal de simulateurs de cas cliniques, bien sûr qui va être orienté en France et à l'international. Vous avez notamment le cas que nous avons fait avec Stanford qui est en haut sur le bandeau et qui va permettre à des organismes, et c'est notamment ce que nous sommes en train de développer avec Orion Santé, ou ce que nous avons fait également dernièrement avec Esprimed avec lequel c'est un organisme qui est spécialisé dans la radioprotection. Et donc vous pouvez mettre à disposition sur Medicactive votre cas clinique, donc celui que l'équipe de Sim4Health vous a développé. Mais vous voyez sur la partie au milieu, vous pouvez créer vous-même aussi vos cas cliniques virtuels. Donc il y a un outil auteur qui permet à des médecins, à des infirmiers aujourd'hui de pouvoir développer ce type de solutions et ensuite de pouvoir les revendre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, c'est de montrer qu'on parle parfois d'ubérisation de la société. On pense que le numérique ne doit pas que paupériser la population, mais au contraire donner les moyens d'exprimer ses talents, d'exprimer son savoir-faire, et c'est ce qu'on souhaite faire avec Medicactive. Et donc forcément, vous allez voir sur l'écran bien évidemment une diversité, puisque à terme, la plateforme Medicactive doit couvrir l'ensemble des disciplines médicales et paramédicales. Voilà. Et donc vous pouvez choisir ici, prenez le cas d'Esprimed, donc avec le docteur Audrey Follen qui est l'auteur de ce cas avec Esprimed, et donc vous allez pouvoir choisir donc directement l'écran. Je ne sais pas si on peut, Léa, tu peux nous mettre aussi une petite vidéo qui montre le cas en tant que tel. Voilà. Donc là, vous l'achetez en fait pour une année. C'est entre 38 et 50 € par apprenant. Donc ça permet aussi de mettre l'accès de ces technologies qui, bien sûr, ont un certain coût, et bien de pouvoir les rendre très accessibles. C'est pour ça que quand je vous parlais tout à l'heure de Netflix, de la formation médicale, vous payez quelques euros et vous accédez à des contenus extrêmement riches, comme ici par exemple le fait de pouvoir valider tout le process pour être bien protégé pour vous en tant que point de santé, mais aussi au niveau du patient, comme vous le voyez sur l'écran. Donc là, ça répond vraiment à des attentes, d'abord d'avoir un nouveau format pédagogique et bien sûr d'avoir un niveau de réalisme extrêmement important, comme vous le voyez ici, par exemple, sur la partie configuration. Alors, on va revenir sur le PowerPoint pour ne pas perdre trop de temps. Et ça, vous pourrez le retrouver également. Et je sais que Jérémy Coulot, le dirigeant d'Esprimed, est également présent aujourd'hui et pourra répondre à vos questions. Alors, bien sûr, chez Sim4Health, on est très présent dans le milieu médical, mais on le verra tout à l'heure avec Orion pour la formation continue au niveau des soins infirmiers. On a également développé pas mal d'approches autour des soins infirmiers en formation initiale. Et là aussi, je parlais de co-conception. C'est un projet que nous avons porté avec 28 instituts de formation en soins infirmiers, donc les fameux IFSI, où on a fait une co-conception sur les 3 années de formation. Et ça, c'est aussi une des tendances fortes aujourd'hui, d'avoir l'intégralité d'un cursus qui doit être disponible pour que les gens puissent
tester et mettre en place ce type de solution. Et donc, c'est actuellement testé dans les 28 IFSI de Nouvelle-Aquitaine, donc la région qui nous soutient également pour ce projet, et puis également à partir donc, de début 2019 pour l'ensemble des IFSI en France et dans le monde francophone. Et puis également, et ça, c'est les rencontres aussi de Sim4Health et de cette conférence annuelle. Depuis à peu près 2 ans, certaines personnes dans la salle, je pense à Annick, je pense à Lionel, nous ont pas mal parlé en nous disant que la santé animale pourrait être un sujet intéressant. On parle jamais la première fois sur le patient, mais il y a aussi des principes éthiques qui peuvent concerner les animaux de compagnie, mais également aussi, comme vous allez voir, sur d'autres animaux. Et donc, nous avons développé des premières collaborations, notamment une qui nous tient vraiment à cœur. On va vous passer un petit film comme si vous étiez au cinéma pour l'Organisation mondiale de la santé animale, notamment pour permettre à des vétérinaires en formation, donc des futurs vétérinaires, d'éviter une diffusion de la peste bovine. Et quoi de mieux que, bien sûr, la simulation numérique et bien sûr le serious game pour pouvoir développer. Léa, je te laisse passer le film. Et donc, Rinderpest que vous pouvez retrouver donc, sur les stores directement. Et donc, ça a été sorti il y a quelques jours. Et puis également, on est très fiers de vous annoncer aujourd'hui la collaboration avec l'IRCAD et l'IHU de Strasbourg. L'IRCAD qui est extrêmement connu comme le leader européen sur la chirurgie mini-invasive. Donc c'est plus de 6000 chirurgiens et preneurs de santé qui sont formés chaque année. Et donc nous allons développer des collaborations sur la simulation numérique. Et notamment, nous avons une première collaboration autour de la distribution via Medicactive d'un simulateur d'échographie relativement simple et économique et qui est lié à un contenu. Donc pour nous, c'est un élément important d'un acteur qui est reconnu dans le domaine de la formation de pouvoir développer ce type de projet. Et puis bien sûr avec l'IHU, avec la dimension de recherche et de validation de ce type d'outils. Voilà. Et donc j'en finirai pour vous dire que bien évidemment, il faut continuer pour des entreprises françaises comme celle de Sim4Health dans la recherche et le développement. Et puis des sujets qui sont très liés à ce qu'on va voir toute la matinée, notamment un travail qui est là aussi très riche de la part de Anne-Sophie Milsan, qui fait une thèse chez nous pendant 3 ans sur le développement de l'empathie dans les univers virtuels. Comment ces avatars que vous pouviez peut-être trouver peut-être un peu encore inhumains, vous le voyez ici en bas à droite, commencent à avoir des représentations de plus en plus fidèles, et bien comment cette empathie pour les projets de santé peut se développer. Et dans le cas présent, Anne-Sophie Milsan, donc, qui fait ce travail au sein de Sim4Health et dans son laboratoire, va travailler sur, bien sûr, la perception que vous pouvez avoir, vous, en tant qu'apprenant, mais aussi sur l'avatar, donc notamment la notion de douleur, d'incompréhension, peut-être d'anxiété, parce que, bien évidemment, la simulation, lorsqu'on fait des jeux d'acteurs, on a une charge émotionnelle qui est encore très, très forte. On va pouvoir, vous voyez, analyser ce type de comportement sur l'écran. Donc c'est passionnant, et tellement passionnant qu'on a remporté dernièrement un projet avec Virtual Z, qui est soutenu par l'Agence nationale de la recherche, avec l'APHP, et donc le professeur Rigaud qui pilote ce projet, et qui, pour nous, fait beaucoup de sens parce qu'elle permet de former les acteurs dans le monde médico-social. Donc, il y a bien sûr le médical, il y a le paramédical, mais également médico-social, notamment pour ces personnes qui sont en contact de patients atteints d'Alzheimer. Comment je vais pouvoir développer de l'empathie pour mieux les prendre en charge. Donc, bien sûr, c'est pour l'hôpital, mais ça peut être également dans le milieu des EHPAD et de toute structure qui serait en contact avec ces patients atteints d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Voilà.
Voilà, donc je ne voulais pas faire trop long, mais vous donner quand même tous les travaux aujourd'hui qui sont ceux de Sim4Health, ce qui anime eh bien, nos clients, nos partenaires et bien sûr notre équipe. Et pour vous remercier d'une part aussi de votre participation, mais de pouvoir améliorer pour la 6e édition, donc l'année prochaine, on vous a donc donné un formulaire que vous pourrez remplir dans le courant de la matinée avec un petit jeu concours qui vous permettra, on l'espère, de remporter un des points. Mais au-delà bien sûr, de vous remercier par ce petit cadeau, ce qui est important, c'est de vous écouter pour la notion d'interactivité et de contenu. Et on espère que vous serez ravis de cette matinée. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, comment on peut développer des synergies pour eh bien, les problèmes de santé, il nous semblait important d'accueillir une personne que l'on suit depuis pas mal d'années, qui nous fait rêver à chaque intervention, à chaque première mondiale, et qui, notamment, vous allez pouvoir le voir sur la slide, a fait notamment une dernière intervention, notamment avec le casque de réalité virtuelle HoloLens. Donc c'était à Paris, et donc je vais demander au docteur Thomas Grégory, donc, qui est un expert international de réalité virtuelle, mais aussi clinicien à la PHP, de nous rejoindre. Je vous demande de l'applaudir. Merci Jérôme, bonjour à tous. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc effectivement, moi je suis le docteur Thomas Grégory, je suis chef de service en chirurgie orthopédique et à Avicenne, qui est un hôpital de l'AP-HP qui dépend de l'université Paris 13, qui se trouve pas tellement dans le tour opérateur classique quand on fait visiter Paris, puis c'est un petit peu dans le nord-est de Paris, à Bobigny, et qui est un service spécialisé dans la chirurgie du membre supérieur et du sport. Alors, je ne sais pas si tu voulais... ça, c'était... ouais. Donc, il y a quelques mois, on a fait cette première mondiale, qui était la première intervention chirurgicale avec... La pose d'une prothèse d'épaule. Équipée d'un casque de réalité augmentée, le chirurgien attrape l'hologramme de la reconstruction en 3D de l'anatomie de son patient et le fait glisser sur la partie à opérer. Le corps du patient devient transparent. On est au début d'une aventure qui a un vrai intérêt médical, standardiser les interventions chirurgicales, diminuer le risque d'erreur médicale. C'est la grande innovation, c'est que le chirurgien n'est plus tout seul au bloc opératoire. Alors le 5 décembre, on a fait la première intervention de chirurgie de l'épaule. J'avais accès à l'imagerie, donc aux données du patient à la demande, tout en restant tout à fait stérile. Voilà, donc on a fait cette première mondiale grâce notamment à Terraricon et Gaël Kuhn qui est dans la salle, qui nous donnait l'interface pour accéder à l'imagerie du patient. Alors la keynote introductive est intérêt des outils numériques dans la formation des professionnels de santé. Globalement, est-ce que c'est juste du gadget ou est-ce que ça a un vrai intérêt médical? Est-ce que le fait de nous rassembler aujourd'hui a un intérêt médical? On est tous d'accord, on est dans la révolution du numérique et globalement, si on veut schématiser, elle a commencé dans les années 80 avec l'ordinateur pour tous. Moi, je me souviens avoir joué à Pac-Man dans les premières versions du TO7 dans les années 80. Et puis, comme toute révolution, la courbe de croissance, elle n'est pas linéaire, hein, elle est exponentielle. Et il y a eu un petit coup de boost en 2000 avec Internet. Et puis, un autre coup de boost en 2007 avec le premier smartphone. Je me rappelle qu'il y a 10 ans, il y a encore des gens qui se demandaient pourquoi on avait besoin d'un écran sur un téléphone. Un téléphone, c'était fait pour appeler avec des touches. Maintenant, on voit bien que le téléphone n'a plus du tout la même utilisation. Et ceux qui n'ont pas eu cette vision de l'avenir du téléphone n'existent plus. Et depuis 2014, il y a un nouveau boost qui est donné par deux technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et on voit poindre du bout des doigts l'intelligence artificielle qui va encore décupler
les capacités des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Alors dans cette révolution du numérique, où sommes-nous? Eh bien, probablement encore à ses grands débuts. Donc la révolution du numérique en santé, on est tous d'accord, le numérique va transformer la santé, mais parfois c'est un petit peu difficile de comprendre comment et pourquoi. Alors moi je vous proposais ce diagramme, visiblement il ne passe pas très bien sur la slide, on va donc l'énumérer. Vous savez, moi je suis chirurgien orthopédiste, hein, j'aime les choses simples, claires, carrées, donc je vous propose cinq domaines dans lesquels le numérique va profondément transformer la médecine. Premier domaine, c'est la télémédecine. La télémédecine, ce n'est pas simplement pour un patient avoir contact avec un chirurgien à distance. Vous savez combien d'heures un médecin généraliste doit lire la littérature scientifique pour se tenir au courant? 450 heures par semaine, ce qui est évidemment impossible pour un médecin généraliste, pour le cerveau humain seul, peut devenir possible grâce à des moteurs d'intelligence artificielle. La première manifestation, c'est le patient partenaire, c'est Doctissimo. C'est finalement des groupes de patients qui ont des pathologies rares ou des pathologies chroniques qui mettent leur savoir, leur expérience en commun et qui deviennent plus pertinents que le médecin. Le deuxième domaine, c'est les big data. Jusqu'à présent, on fait un traitement, on évalue son efficacité sur des statistiques sur une population, sur une courbe gaussienne. Les big data, c'est la meilleure connaissance de chaque individu dans son environnement pour faire des traitements patients spécifiques. On a maintenant les capacités de faire une carte génétique de tout un chacun. À partir de cette carte génétique, on va pouvoir prédire l'apparition d'une maladie et la traiter avant qu'elle apparaisse. Pour nous, chirurgiens orthopédiques, si je marche avec des accéléromètres, avec quelques petits capteurs, je peux avoir 700 données de la marche. Si j'ai une montre connectée, je peux extraire de cette montre connectée des données sur le mouvement de mon membre supérieur. Évidemment, la façon dont moi j'utilise mon membre supérieur est différente de la façon dont Jérôme utilise son membre supérieur. Et pour une même pathologie, le traitement devra être évidemment adapté. Troisième domaine, c'est le patient augmenté. Donc la technologie qui permet de pallier au déficit d'organes. C'est par exemple le cœur artificiel. J'ai une insuffisance cardiaque terminale, je ne suis pas éligible à une greffe d'organes, de cœur, eh bien, on va me mettre un cœur digital. En orthopédie, pour les amputés du membre supérieur, c'est la main bionique, la main de Star Wars, mais on n'en est plus très très loin. Et enfin, il y a deux domaines dans lesquels la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont vraiment un impact majeur, que sont le chirurgien augmenté, on l'a vu avec la Première mondiale à Avicenne, le chirurgien n'est plus tout seul au bloc opératoire. Il a maintenant à disposition un cockpit. À partir de ce cockpit, il va pouvoir avoir toutes les informations qui lui permettront de sécuriser son vol chirurgical. Et évidemment, il ne faut pas que ces informations empêchent la vision du patient, et donc il faut qu'elles apparaissent de façon très ergonomique à la demande du chirurgien. Et enfin, dernier domaine, c'est la simulation. Mais alors, il y a différents outils qui apparaissent, l'impression 3D, les jeux sérieux, la réalité virtuelle, mais est-ce que c'est vraiment un domaine majeur, cette simulation? Et c'est à cette question que nous allons tenter de répondre. Réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est deux domaines qui sont poussés dans d'autres domaines que la médecine. Alors, le jeu vidéo, l'aviation civile, l'armement, et c'est à partir de ces technologies développées dans d'autres domaines que la médecine que la simulation en santé va se développer, moi j'en suis assez certain. Alors, le début de tout mon intérêt pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est que donc moi j'ai fait ma thèse de sciences à l'Imperial College à Londres, et j'ai opéré au Sainte-Marie Hospital, et je suis revenu en 2010-2011 en France. Et comme tout chirurgien universitaire, mon idée est évidemment de voir un petit peu plus loin que l'action de tous les jours. Si j'avais un maître qui me disait à l'Imperial College, si tu soignes bien les patients, tu vas améliorer la vie de quelques centaines de patients par an. Si tu fais de la recherche efficace, tu vas potentiellement
améliorer la vie de centaines de milliers de patients. Donc en 2010, je reviens en France, je veux développer la réalité virtuelle, la réalité augmentée en chirurgie. Je réponds à des appels d'offres d'État. On met 1 an à répondre à l'appel d'offres. Il n'est pas accepté la première fois. 1 an plus tard, le projet est accepté, mais déjà la technologie a évolué et finalement le projet ne sert plus à rien. Donc, avec quelques patients VIP que j'ai opérés, j'ai décidé de créer une fondation qui est la fondation Moveo. Et depuis 2014, on fait des preuves de concept. La première des preuves de concept, c'est autour de la simulation. Alors, la simulation, est-ce que c'est vraiment important ? On dit que la chirurgie est un jeu sérieux. Finalement, je voudrais simplement vous faire réfléchir sur un point. Quand vous choisissez un chirurgien, vous allez choisir un chirurgien qui est un chirurgien expérimenté. Mais qu'est-ce que c'est que l'expérience ? L'expérience, c'est l'apprentissage par l'erreur. Qui veut être le patient sur lequel le chirurgien échoue pour qu'il devienne meilleur ? C'est évidemment une vraie question, pas moi en tout cas. Les erreurs médicales, est-ce que c'est un vrai problème ? Vous avez une belle publication dans le British Medical Journal, qui est quand même un des journaux scientifiques les plus lus, qui concluait que les erreurs médicales étaient la 3e cause de mortalité aux États-Unis. Donc oui, c'est un vrai problème. Comment se fait la formation ? La formation, elle se fait traditionnellement par j'apprends une technique opératoire, je vais lire quelque chose. Mais si je lis quelque chose, mon cerveau retient 10% de ce que je lis. Elle peut se faire aussi via des images. Je regarde le film de la technique opératoire. Et là, mon cerveau retient 20% de ce que je lis. Et enfin, elle peut se faire en répétant l'intervention chirurgicale. Mais comment la répéter si ce n'est pas en la reproduisant sur un patient ? Jusqu'à présent, la seule façon de faire, c'était de le faire dans un laboratoire d'anatomie. Mais si je fais une intervention chirurgicale dans un laboratoire d'anatomie, d'abord sur 100 interventions chirurgicales que j'ai appris à faire, j'en ai peut-être testé moins de 10 dans un laboratoire d'anatomie, et puis quand on y va, la ressource, elle est quand même assez limitée, on peut le faire une fois, on ne fait pas toute sa courbe d'apprentissage, loin de là, dans un laboratoire d'anatomie. Donc là, il y a un vrai gap que la simulation doit remplir. Première preuve de concept que l'on a fait, c'était en 2014. 2014, le premier casque de réalité virtuelle apparaît, un des premiers casques. Oculus est racheté par Facebook environ 2 milliards de dollars et commence à délivrer des casques de réalité virtuelle. On s'y intéresse, on se procure un des premiers casques et on se dit, mais est-ce que les propriétés immersives de la réalité virtuelle peuvent avoir un intérêt dans la formation médicale ? Globalement, qu'est-ce que l'on a fait ? On a fait l'intervention chirurgicale et juste au-dessus de mon front, j'avais 2 GoPro synchronisés, grand angle, qui filmaient l'intervention chirurgicale. Mon aide opératoire, mon interne, a ensuite revécu l'intervention chirurgicale dans le casque de réalité virtuelle. Et c'est lui qui nous a dit l'intérêt de la réalité virtuelle pour la formation. Sa réaction était juste incroyable. C'est formidable, je vois plus de choses quand je regarde l'intervention dans mon casque de réalité virtuelle que lorsque j'assistais à l'opération. Parce que quand j'assistais à l'opération, j'avais des écarteurs, j'avais ma tâche, puis les incisions sont toutes petites, vous travaillez au fond d'un puits, on ne voit pas tout. Là, j'étais à votre place avec des super pouvoirs puisque je pouvais me balader dans un champ visuel, regarder ce que faisait l'infirmière instrumentiste, regarder ce que faisaient les anesthésistes, etc., etc. Donc on a poursuivi en faisant le premier jeu sérieux de réalité virtuelle et Sim4L a fait un jeu juste incroyable. Alors Jérôme l'a présenté, c'est une formation pour... elle ne s'est pas lancée. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo ? Donc, c'est une formation où le chirurgien apprend à mettre un cathéter artériel. Et évidemment, c'est de la formation qui est de la formation procédurale. J'apprends étape après étape. Ce qui est extraordinaire dans ce jeu sérieux, c'est que c'est un jeu collaboratif et où 2 étudiants peuvent, à distance, interagir dans ce même jeu sérieux. Alors, finalement, ces jeux sérieux, ils remplissent
les 3 piliers, ils correspondent aux 3 piliers de la formation en médecine. Premier pilier, c'est la mémorisation. On l'a dit, lorsque je répète des gestes, je retiens 75% de ce que je fais. Deuxième pilier, c'est la répétition. Je peux répéter cela, faire ma courbe d'apprentissage sans risque pour le patient. Je peux également ajouter des scores, donc valider ma formation. Troisième pilier, c'est la motivation. Tous ceux qui ont des enfants savent que si vous avez un enfant qui ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. Eh bien, c'est la même chose pour la formation médicale. Il y a c'est assez fun, il y a un terme qu'on appelle la gamification qui fait que on a envie d'apprendre dans ce genre de choses sérieux. La grande révolution dans la simulation que nous sommes en train de vivre est la suivante. Jusqu'à présent, ce n'est pas nouveau, hein, ça t'intéresse, ça fait 40 ans qu'en chirurgie, on essaye de créer des simulateurs pour la chirurgie. Mais jusqu'à présent, on crée des simulateurs pour telle ou telle intervention chirurgicale. Donc, ils étaient soit trop simples. Globalement, j'ai une boîte, j'essaye d'apprendre la célioscopie, c'est-à-dire d'opérer avec une caméra et de grands instruments, et j'apprends à faire des points sur une éponge. Donc, certes, c'est facile de diffuser, il n'y a pas beaucoup de technologie, mais l'intérêt est très limité. Soit très complexe, avec des histoires de retour sensoriel. Là, vous avez en bas à gauche des simulateurs d'arthroscopie qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros pièce. Évidemment, à titre personnel, je ne me suis jamais formé dans un simulateur comme ça, parce que la diffusion de l'innovation est un facteur majeur de l'utilisation. Et alors, le changement majeur qu'on est en train de vivre, c'est que maintenant, les hardwares ne sont plus dédiés à la simulation chirurgicale. On prend des hardwares qui sont développés dans d'autres domaines que la médecine, l'HTC Vive, les HoloLens, et on vient les amener en médecine en créant des applications. Juste un point. Jusqu'à présent, on a fait de l'apprentissage procédural avec des manettes. C'est intéressant, mais nous, on veut aller plus loin. Et la prochaine étape, c'est de pouvoir interagir dans ces jeux sérieux, non pas avec des manettes, mais simplement avec des caméras qui peuvent traquer le mouvement des mains. On en parlera dans quelques slides. Dernier point, le retour sensoriel. Quand on parle de simulation en chirurgie, tout de suite, l'ingénieur va dire oui, le retour sensoriel. Le retour sensoriel, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement captivant pour l'ingénieur qui passe des heures, des années à faire des simulateurs qui, pour le chirurgien, sont toujours absolument à côté de ce qu'est la réalité de la chirurgie. Ces simulateurs n'apprennent pas le retour sensoriel. Et on s'en fiche, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est d'apprendre les procédures et de retenir les procédures. Et si j'apprends les procédures, je peux me concentrer au bloc opératoire sur le retour sensoriel, qui est finalement quelque chose dont l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement. On a besoin d'un écosystème. Jérôme et Vincent en ont parlé. Finalement, oui, la simulation est un enjeu médical, c'est aussi un enjeu économique. La santé, c'est 10% du PIB des pays industrialisés. En France, on n'a pas de gros groupes, d'énormes groupes. On n'a pas un Microsoft, on n'a pas un Google, on n'a pas un Samsung. Samsung possède un hôpital. En revanche, en France, on a tout pour avoir l'écosystème qui va permettre l'émergence de ces technologies numériques, de ces applications de simulation en santé. Sim4Health en est un parfait exemple. En conclusion, ma présentation a été un petit peu modifiée, mon cher Jérôme, hein, entre celle que je t'ai envoyée et celle qui est diffusée. On n'a pas parlé du simulateur de lavage des mains, ce qui est un peu dommage. Le grand projet de cette année avec Sim4Health est de créer le premier simulateur de lavage chirurgical des mains. Est-ce que c'est important d'avoir un simulateur de lavage chirurgical des mains? Les infections nosocomiales en France sont responsables de 10 000 morts par an. C'est l'équivalent du crash de 15 Airbus A380. C'est 700 000 infections nosocomiales par an. Le coût annuel des infections nosocomiales aux États-Unis, c'est 25 milliards par an.
les données de l'OMS, pas les miennes, c'est que 50% de ces infections nosocomiales sont liées plus ou moins au lavage des mains des professionnels de santé, ou plutôt à la non-observance du lavage des mains des professionnels de santé. Fort de tous ces preuves de concept que j'ai fait, je me suis rapproché du leader qui est Sim4Health, des éditeurs en jeux vidéo, pour créer le premier simulateur de lavage chirurgical des mains. Nous travaillons avec une start-up française qui est extraordinaire, qui a une technologie incroyable, qui permet de traquer, donc de pouvoir interagir dans un jeu sérieux, simplement à l'aide de la caméra d'un smartphone ou d'une tablette. Donc l'étudiant va avoir sa tablette, va la poser, va rentrer dans la plateforme Sim4Health et va avoir accès à un jeu sérieux. Le premier niveau du jeu, puisque les jeux, moi, j'en ai beaucoup pratiqué, il y a plusieurs niveaux, on va toujours aller au dernier niveau. Premier niveau, il va être guidé, il va avoir un tutoriel. On va lui dire, étape après étape, ce qu'il doit faire, parce que c'est une succession d'étapes. Le deuxième niveau, il ne sera plus guidé. Il va s'entraîner. Mais à la fin de l'entraînement, il va avoir un score. Et le score va être basé sur des critères objectifs. A-t-il suivi la séquence des étapes correctement? A-t-il passé suffisamment de temps sur chaque étape? Parce que quand on se lave les mains, il faut passer du temps, il ne faut pas le faire trop vite. Et dernier point, c'est évidemment, est-ce qu'il a couvert l'ensemble des zones? Et enfin, la dernière étape du jeu, c'est celui de la validation. Un petit peu comme quand vous passez le code, eh bien vous apprenez et à la fin, il y a une validation qui est une validation sanction. Voilà. Donc, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on passe de preuves de concept à de vrais outils qui, je pense, vont transformer notre pratique. Et je vous remercie pour votre invitation et votre attention. Merci Thomas encore pour cette belle intervention et puis ce projet qui nous tient à cœur.